Bonjour à tous et bienvenue sur Tailgate, le podcast ELF. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe en l'absence de Flav et du coup, voilà, on va accueillir tout le monde comme il se doit. On va commencer par notre Julien National de Spring Football News. Bonsoir Julien. Salut tout le monde. Notre mangeur de saumon préféré qui sait tout avant tout le monde, Waïk NFL, salut. Salut Kev, salut les gars. Hop. Celui qui fait plus de bruit que 40 000 personnes, Steven de la Red Company. Salut les gars. Et enfin, un vrai mousquetaire, notre défensif tackles des mousquetaires de Paris, Mamadoussi. Bonsoir. Bonsoir, salut. Donc, on va commencer aujourd'hui. On va un peu débriefer du match de dimanche avec une belle victoire du coup de nos mousquetaires. Donc là, j'ai plus le score en tête, si c'est ça, de 41-18. Un match à mon sens mieux abouti que les dernières semaines. On a eu un petit peu peur que ça fasse un peu comme face. C'était contre Cologne. Contre Cologne, pardon, effectivement, avec un petit trou d'air, mais au final, ça a été, je trouve. Est-ce que, du coup, vous avez ce ressenti-là aussi? Ouais, c'était un match franchement complet. Là, on sent que ça y est, la saison est bien lancée. C'est vrai que la première mi-temps, on se dit, il y a un gros drive, après, il y a des petits drives. Est-ce que ça va refaire comme contre Cologne? Tout de suite, on a vu que de toute façon, l'attaque était en forme, la défense était en forme, et ça a vite dominé, quoi. Et je te coupe puisque nous avons Peter Anderson qui nous a rejoint, notre commentateur préféré de l'équipe et celui qui met aussi de l'animation au stade Jean-Bouin. Bonsoir Peter, comment tu vas? Bonsoir à tous, pardon, je suis un petit peu en retard. Bonsoir. Si. Salut tout le monde. On était en train de débriefer du match, disons, et je disais que, alors j'avais la sensation que ce match était un peu la copie en fait du match aller donc face à Hambourg, donc à Hambourg. De toute façon, je crois qu'on a le même nombre de points, grosso modo. On a juste pris un peu plus en termes de défensif, on a pris un peu plus de points, mais ça a l'air d'être quasiment le même match, donc un peu plus rassurant. Est-ce que ça va suffire du coup pour les 4 gros matchs qui nous arrivent? Tu vas répondre, Rick? Pour moi. Pardon. C'est pour moi la question, excusez-moi, j'ai pas suivi. Savoir. Non, j'ai entendu la question, mais c'était à moi de répondre. Ouais. Je pense que c'est très encourageant, surtout ces 2 derniers matchs, parce que à la fois il y a eu une première mi-temps qui a été un petit peu accrochée, mais en deuxième mi-temps on a senti vraiment une équipe qui prenait le dessus sur l'autre. Et je pense que pour répondre à ta question vraiment sur est-ce que c'est encourageant pour la suite, oui. Maintenant, je vais peut-être pas rentrer dans le détail du calendrier et tout ça. C'est sûr qu'il y aura le match retour face au Red Fire qui sera extrêmement important. Mais je pense en tout cas que de ce qu'a montré l'équipe, notamment en défense, surtout ce week-end, je pense à tout ce qui s'est passé juste avant la pause, notamment le stop défensif. Je pense que ouais, il y a vraiment eu du mieux cette saison depuis le début de saison, et ça monte en puissance, je trouve, sur les derniers matchs. Avec on sent une maîtrise. Je me rappelle c'était il y a 2 semaines, ça avait mal démarré, j'entendais sur la touche wake the fuck up, réveillez-vous les gars et tout, voilà, et on sentait que voilà, et puis ça se réveille, ça travaille ensemble, on sent qu'il y a une cohésion, donc je trouve que c'est très positif. Voilà, pardon, la réponse était un peu longue, je suis désolé. Non, mais fais comme chez toi. On est là pour discuter, t'inquiète pas. Pardon. On a l'habitude de faire des longues émissions, donc chacun peut prendre le temps. Non, moi, pour rebondir sur ce que dit Peter, j'ai trouvé le match abouti. Et ce que j'ai aimé, c'est surtout, en fait, bon, bien évidemment, défensivement, là, j'ai pas été surpris. La défense, elle a été égale à elle-même sur ce match-là par rapport au début de saison. Mais offensivement, on a montré autre chose que d'habitude. C'est-à-dire que, comme je me répète depuis le début de saison, où on a une attaque qui repose beaucoup sur les big plays, là, on a construit des drives avec des petits jeux courts, des tracés courts. Et on a pu construire des drives de 6, 7, 8 jeux, manger le temps. Et ça, c'est intéressant. Alors, bien évidemment, c'est face à une équipe qui c'est pas la meilleure équipe de la ligue, mais déjà, c'est encourageant de montrer ça ce week-end et à confirmer le week-end prochain.
Ça me rappelle un peu ce que le Galaxy avait essayé de faire contre nous, c'est-à-dire éviter les big plays et engranger les 5-6 yards, sauf que eux, au final, ils n'ont pas réussi à aller au bout. Donc on a eu un peu plus, j'allais dire de réussite, mais non, en fait, c'est plus de maîtrise pardon, sur ce côté-là du terrain. Et en défense, pareil, toujours impérial. Tiens, justement, Mamadou, sur la défense, toi, quel est ton ressenti du match? Comme vous avez pu le dire, par rapport au match de Cologne, la défense, on avait pris un peu de temps avant de rentrer dans le match. Du coup, pendant toute la semaine, on avait travaillé sur les erreurs qu'on avait pu faire, c'est-à-dire notre alignement, parce qu'on s'était énormément trompé sur le match aller contre Cologne. Donc, du coup, on a vraiment fait un focus sur ça, sur le jeu de course. Parce que l'année dernière, on était vraiment bon à ça. Et cette année, on voit qu'on a quelques difficultés à, des fois, être imposant sur le jeu de course. Donc, je pense que sur ce match-là, on a réussi à les contenir, malgré quelques plaquages ratés sur le QB. Hmm. Je trouve que en général, ouais, c'était un bon match de la défense. Mais justement, qu'est-ce qui fait que, pour toi, qu'est-ce qui explique que la défense a eu du mal à rentrer dans son match, par exemple, la semaine dernière et mieux cette semaine? Quoi la différence, en fait? Je pense que déjà, l'être humain est comme ça, en fait. Déjà, je pense que c'est le fait que ce soit le niveau. Hambourg, même si c'est plus le Hambourg d'il y a 2 ans, ça reste Hambourg. Donc, du coup, les joueurs sur le terrain sont beaucoup plus hype. Il y a beaucoup plus d'envie, même si c'est quelque chose qui n'est pas censé être voilà, normal. On est censé se donner à fond n'importe quel match. Mais c'est vrai que je pense que l'adversaire fait que certains joueurs vont peut-être être beaucoup plus hype, vont avoir beaucoup plus faim contre des matchs contre Hambourg que contre Cologne. Du coup, ça, c'est des choses sur quoi on doit gommer parce que notre poule est tellement serrée que une défaite peut te faire perdre toutes les chances d'aller en playoff. Donc, du coup, on doit traiter tout le monde comme si c'était les premiers de la poule. Et ouais, sinon, je pense que c'est ça. Après, il y avait beaucoup d'erreurs d'assignation. Euh, on est sur quasiment le même cahier de jeu que l'année dernière, même s'il y a certaines nouveautés. Et je pense qu'on a eu un peu de mal à être focus sur ça. Mais pour ce match-là, toute la semaine, on a vraiment travaillé dessus. Et c'est pour ça que quand on s'est retrouvé, comme vous l'avez dit, à la mi-temps, au 20 yards, on a paniqué à zéro moment, en fait, parce qu'on savait qu'il n'y a que nous qui pouvons nous mettre en danger. Et si on faisait tout correctement, ça allait bien se passer. Et puis après aussi, la semaine dernière, tu sortais aussi de ta deuxième semaine de bye week et peut-être qu'aussi inconsciemment, il fallait peut-être un petit temps pour se remettre en jambe. Après, moi, je suis ici, à Paris, on m'appelle le capitaine Casse-Tête parce que j'aime bien leur dire des fois la vérité. Et même s'il y a eu certains bye week, nous, on commence la saison par un bye week. Et quand on joue en Hambourg, on les gagne quand même 41 à je sais plus combien. Donc, 41-12. ouais, voilà, on avait quand même réussi à développer notre jeu, 14, pardon. à être assez dominant. Donc, du coup, ouais, je pense pas que c'était une histoire de bye week. Je pense juste que c'était une histoire d'adversaire. On a cru que tout était déjà joué, mais non. C'est le LF, ça joue au football. Même la plus petite équipe peut te mettre en danger. Et on a vu contre Cologne et contre Hambourg sur certaines situations. Comme disait, nous, dans notre émission, c'est quoi le fait que vous avez eu 2 bye week déjà qui sont passés ça permet pas d'avoir un rythme intéressant sur un début de saison comparé à d'autres équipes. Donc là, c'est la première fois que vous avez joué 2 fois une équipe là, cette saison. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu comment vous avez préparé le match retour à domicile contre Hambourg. Est-ce que la vidéo de la week 2 a été utile? Et puis, est-ce que c'était plus corriger vos erreurs des matchs précédents ou en fait, vous savez que vous alliez refaire la même recette contre Hambourg? En fait, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que Hambourg et Cologne jouent à peu près le même football. C'est-à-dire que c'est un QB qui court énormément, une O-line qui est pas si forte que ça. Donc, ça nous a aidé parce que du coup, on a pu garder le même game plan. Ça, déjà, c'est incroyable pour une défense. Parce que ça veut dire qu'on continue sur le travail qu'on a fait. Et ouais, les choses sur quoi on s'est plus concentré, c'était sur nos erreurs de Cologne. Du coup, on a vraiment essayé de gommer toutes les mauvaises choses qu'on a pu faire. Comme vous l'avez dit, même si toutes les équipes
même si on doit respecter toutes les équipes, on va pas se mentir, Cologne et Hambourg sont les équipes les plus faibles. Donc, s'il y a des travaux à faire, c'est maintenant. Parce que là, on part pour 7 semaines, je crois, de matchs intensifs. Ouais, en Ça cette va semaine, être avec des styles qui sont différents. On va jouer contre Madrid, qui sont bons à la course et qui peuvent faire des big plays à la passe. On va jouer contre Francfort, qui sont bons à la passe, un peu moins à la course. Rennes-Fire, qui font un peu des deux. Donc, ouais, c'était vraiment le moment de gommer les choses néfastes. Et comme le coach nous répète à chaque fois, en fait, quand nous, on fait notre jeu sans faire nos erreurs, il n'y a personne qui peut nous battre dans la ligue. Et je pense que sur quoi aussi on doit s'améliorer, c'est sur le fait d'être parfait. Parce que c'est-à-dire que des fois, on va faire un match, on va se prendre 2 TD. Bah, toute la ligue va dire que oh, la défense de Paris, elle est incroyable. Mais quand nous, on regarde la vidéo, on voit qu'on pouvait se prendre 0 TD, voire même pas un field goal, en fait. C'est vraiment que des petites erreurs de notre part. Et c'est sur ça qu'on doit vraiment s'améliorer. Donc, du coup, match après match, on essaye de gommer nos erreurs et voilà. C'est exactement ce que nous disaient Amir et Maceo. En fait, on les avait reçus ici et on disait, mais vous avez été dantesques, enfin, magnifiques. Et eux, ils n'arrêtaient pas de nous dire, bah non, on a fait des erreurs, faut qu'on gomme. Et voilà, bah, tu vois, encore un défenseur qui nous sort le même discours. Donc, ouais, de nos yeux de spectateurs, nous, ça ressemble à des prestations de grande qualité. Il y a eu un big play là, je crois, où on voit 2 joueurs se télescoper. Donc il y a peut-être une erreur de route sur ça, mais sinon, enfin, je crois que je vois de quel jeu tu parles. C'est en fait c'est Jean le receveur Alphonse allemand. et je sais plus. Non, du tout. Maxime Roger, non. Non, du tout. C'est le receveur allemand qui rentre dans Maxime Roger et qui le fait tomber. Et c'est pour ça qu'il est ouvert après. Mais oui, il y a très peu de big play. Par contre, si on peut être un petit peu tatillon sur la défense, c'est peut-être en première mi-temps en tout cas, et tu nous expliqueras peut-être Mamadou ce qui a été dit dans le vestiaire, mais c'est le nombre de flags qui est concédé, notamment en première mi-temps. Ça, comment tu l'expliques? Alors, le flag sur Maceo, il n'y est pas, ok, mais il y a quand même d'autres flags. Je repense à Digan sur le unnecessary roughness, et je crois que c'est ensuite le face mask de notamment Chandler Jones. Il y a un face mask et il y a un roughing de passer en fin de match aussi, je crois. Ah bah, ça fait vraiment partie des choses sur quoi on devait s'améliorer. Parce que contre Cologne aussi, on avait eu beaucoup de flags et le match d'avant aussi. Et sur les 2 TD qu'on prend contre Cologne et contre Hambourg, c'est des TD où ils sont aidés grâce aux flags. Donc, du coup, c'est des choses sur quoi on doit travailler. La plupart du temps, en fait, c'est des fois trop d'agressivité. Ou des fois, c'est juste le fait de pas jouer assez technique. Ça veut dire des fois, il y a peut-être un manque de concentration. Des fois, quand le jeu a l'air beaucoup trop simple, bah, tu prends la chose à la légère. Sauf que quand tu dois rattraper ton erreur, bah, tu fais d'autres erreurs. Donc, ouais, c'est des choses qu'on doit gommer parce que il y a des gros matchs qui vont arriver et ce genre d'erreur, ça va payer cash. Donc, il y a 4 gros matchs là, qui arrivent. Il y a le Thunder, il y a Bravos, le Fire et encore le Thunder de mémoire. Je crois que c'est cet ordre-là. Donc, ouais, effectivement, ça va être des gros matchs qui vont en plus avoir leur importance dans la course au playoff, quoi, du coup. Donc, ouais, tout à fait. Mais bon, nous, on a confiance. Mais ce qui est, pour en venir sur le match, c'est impressionnant, c'est que ok, l'attaque, elle commence bien, elle fait son premier drive qui dure 5 minutes pour commencer le match. Après, elle stagne un petit peu. Et puis, il y a ce touchdown qui est marqué par Hambourg en fin de première mi-temps. Et puis, sur le jeu d'après, le drive d'après, premier jeu, fumble, et Hambourg récupère le ballon sur les 5 yards. Et là, franchement, je me dis, waouh, si on se prend un TD, là, ça va gueuler dans le vestiaire. Toi, quelle est ta mentalité quand tu retournes sur le terrain juste au moment du fumble, quoi? En fait, tout de suite, je me concentre sur ce que j'ai à faire, ce qu'on a à faire. Ça veut dire, ça, c'est des choses sur quoi on a parlé. On a parlé avant le match. Ce qui est bien, c'est qu'on a gardé le même groupe que l'année dernière. Ton côté humain peut dire, l'attaque, elle casse la tête, pour rester poli. Surtout quand, des fois, la défense fait des gros jeux et après, eux, ils rentrent sur le terrain. Mais c'est des choses, en fait, où tu te concentres sur ce que tu dois faire.
Et comme on dit, at the end of the day, on est une famille, on est une équipe, donc on est là pour se soutenir. Donc notre but automatiquement, c'est de les remettre sur le terrain pour leur donner l'opportunité de se rattraper. Et c'est comme ça qu'on part. Et c'est pour ça qu'on panique pas. On dit qu'on a un taf à faire, on doit récupérer le ballon. Peu importe la situation dans laquelle on est là pour récupérer le ballon. On est la défense, on est là pour récupérer le ballon. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive à être bon. C'est parce que quand on est sur le terrain, on est content d'être sur le terrain. On n'est pas content que la défense, que l'attaque nous laisse sur les 5 yards, mais on se dit que allez, c'est le moment de faire notre taf et on récupère le ballon et on leur donne. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive à être bon parce que il y a l'envie, il y a l'énergie et ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Parce que ça, ce moment-là, il est impressionnant. Après, Hambourg nous aide beaucoup parce qu'ils ont grillé 3 temps morts. Tiens, justement, Peter, toi qui étais au bord du terrain, comment toi tu le vis? Enfin, toi qui es spécialiste NFL, une équipe qui grille 3 temps morts, limite dans le premier quart-temps. Ouais, même pas 5 minutes. Même. Étonnant, en étonnant. deuxième mi-temps. Ouais, même pas Surtout, 5 ouais, ce que j'allais dire, c'est surtout en deuxième mi-temps où ils prennent, on est à la moitié, je crois, du troisième quart, ils ont déjà utilisé leurs 3 temps morts. Alors, surtout qu'il y en a un, ils le prennent à un moment, il y a un joueur à eux qui est blessé, le joueur retourne sur la touche, et ils ont tout le temps, du coup, pour organiser leur jeu et tout, ils commencent à se mettre en place et ils prennent un temps mort à ce moment-là. Donc, ça, je pense que, va peut-être falloir qu'ils voient un petit peu leur communication au niveau du coaching des joueurs, je sais pas trop ce qui s'est passé. Après, personnellement, parce qu'on essaie de mettre de l'ambiance au stade, il y a aussi eu des pénalités qui ont été obtenues parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, je crois, à Jean-Bouin. Et peut-être que le bruit a peut-être gêné leur communication. Ça, c'est peut-être Mamadou qui peut s'en rendre peut-être un peu plus compte, lui qui était sur le terrain. Mais voilà, je sais qu'il y a eu aussi 3 false starts, il y a eu un delay of game. Donc, voilà, on essaie de les gêner. Et c'est vrai que les temps morts, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. C'est étonnant. Ouais, franchement, il y avait beaucoup de bruit. Après, franchement, même s'il y a un concert de rock sur le terrain, c'est inadmissible. Soit c'est inadmissible parce que le coach fait n'importe quoi, ou soit clairement, ils n'étaient pas là pour gagner et ils voulaient juste. Ils étaient là juste pour jouer, s'amuser et ensuite faire une balade sur Paris. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal de prendre. En plus, en première mi-temps, je crois que c'était au premier carton en plus, c'était même pas le deuxième carton. Ils ont pris 3 time-out Ouais, j'ai vraiment pas compris. 13 minutes 26 en deuxième mi-temps. Les 3 temps morts. Le deuxième temps. Et au troisième. Mais et du coup, c'est ce qui nous sauve un peu. Une minute de jeu, ils en prennent déjà un, quoi. Donc, tu te dis, les gars. Ouais. C'est vrai que ça favorise aussi Paris. Enfin, c'est incroyable. Quoi. Ah oui, c'est exactement sur ce sur quoi j'allais rebondir, parce que ça nous favorise. Quand vous vous retrouvez à 1 minute, je crois que c'est 1 minute 20 sur les 5 yards, à 1 minute 20 de la mi-temps sur les 5 yards, ils n'ont pas de temps mort. Ils font 2 jeux de course, et là, je crois que c'est Averzemizus qui fait 2 jeux incroyables. Il stoppe pour perdre, et donc il recule, et donc ils jouent une 3e tentative. C'est stoppé, pareil. Et donc là, tu te retrouves, il reste 20 secondes. 20 secondes, parce que j'ai fait le review, donc là, le récap, il reste 20 secondes. Tu tentes pas un field goal qui te ramène à 2 points, tu tentes le touchdown. Sauf que tu as 12 yards à parcourir. Et là, bien évidemment, il tente une passe, et ça passe pas. Et au final, vous vous en sortez très très bien. Parce qu'à la fois, il y a le play calling qui pour moi est un petit peu bizarre. Et puis, il n'y a pas de temps mort, quoi. Quand tu n'as pas de temps mort, tu peux pas jouer comme ça. C'est ça, tu peux pas contrôler le temps. Donc, Hambourg fait pas des séries offensives où ils disent, même sur les gros gains justement qu'ils ont, il y a peut-être 1 ou 2 gros plays, mais derrière t'as pas de time-out, donc tu t'arrêtes pas le temps, tu ne te remets pas en place, et puis après t'as des false starts, et puis ils ont eu 14 flags. Et quoi, ils ont pas mal reculé aussi avec les flags. Après ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi le coach nous avait prévenu, nous avait dit que Hambourg, ça c'était plus avant le match aller, il nous avait prévenu que Hambourg c'était une équipe qui avait quelques talents, mais c'était une équipe qui n'était pas régulière en fait. Ils ont des temps forts, ils ont des temps faibles, ils se bagarrent, ils ont des offsides. Et ça reflète vraiment leur match de dimanche en fait. Ils n'étaient vraiment pas réguliers. Et c'est pour ça que sur la touche, parfois les joueurs étaient frustrés parce que c'est vraiment pas notre niveau en fait. Et même si ça peut arriver de mal commencer un match, il faut vraiment qu'on arrive dès le début du match, à gérer ce genre de situation parce que, encore une fois, quand on va jouer contre des grosses équipes, ça va payer cash. Ouais, parce que là, contre une grosse équipe, là, le
le fait de rendre les ballons sur les 5 yards, ça peut se Ouais. payer, Ah, comme tu bah dis, oui, cash oui. directement. Et face au Fire, de toute façon, on n'a pas Là, fait le Fire, énormément tu de leur fautes. donnes, Et les tu peu leur qu'on a donnes le fait, ballon. ça nous coûte le match. Alors, face au Galaxy, la piste tombe du bon côté, mais face au Fire, malheureusement, c'est là où on perd, quoi. Il faudra éviter ça parce que là, les 4 vont être très importants aussi. Ouais, et puis là, le Fire, tu leur donnes le ballon sur les 5 yards. Bon, je vous explique pas ce qui se passe, hein, vous savez pas bien. Ouais, Ton gars qui arrive, et pouf, Ouais, et tout le monde si le je le sait. sais, c'est Voilà. je crois que tout le monde le sait. coach offensif du podcast le sait. Après, Non, mais c'est sûr. la bonne note aussi du match, faut le dire, c'est la super performance de Mathis Dupont, qu'on peut souligner aussi. Ouais. 5 sur 6, je crois. Ouais. Non, franchement, voilà, le petit. C'est sûr que comparé à l'année dernière, enfin, là on se répète quasiment chaque semaine, mais c'est vrai du coup on est plus tranquille quand on doit jouer les troisièmes parce qu'on sait que derrière on punt, quoi. Enfin, il n'y a pas de. On a quelqu'un pour pouvoir prendre les points si jamais il y a besoin, même en field goal. On n'a pas à jouer une quatrième qui est un peu un pile ou face à chaque fois, quoi. Et puis plus globalement, même sur les special teams, je pense que on a vu que le niveau de l'équipe a vraiment augmenté, quoi. Je suis désolé, mais Austin Mitchell, il te fait des retours. Alors, il y a les blocs, hein. Sans les blocs, il y a rien, hein. Mais c'est pareil, il a une vivacité, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Tout à fait. Et dans le match, on a un petit cocorico là dans le match. Zach Edwards qui rentre dans l'histoire de l'EF. Les 10 milliards à la passe, les 10 milliards et les 100 TD à deux doigts de ne pas être le premier. Hein. Ouais, mais bon, Ouais, on va jouer avant les Fire. Et d'ailleurs, Mamadou, il va falloir que tu fâches notre ami Jason Aguemon parce qu'il était censé nous faire une petite dédicace à TFA pour son TD et on n'a rien vu. Donc ça, on refuse. Hein. Je lui dirai. Donc le prochain, là, s'il en vient. Et donc toi, Mamadou, à l'entraînement de rencontrer, de jouer face à cette attaque. Et Zach Edwards, qui est un ancien MVP, là, maintenant, qui vient de passer les 10 milliards à la passe, les 100 touchdowns. Toi, explique-nous un peu ce que c'est que de s'entraîner face à des mecs comme ça. C'est cool, surtout que moi, Zach, je le connais, ça fait un petit moment, parce que quand j'étais à Francfort, lui, je vais à Barcelone. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a des bons receveurs. Donc, du coup, à l'entraînement, nos corners, ils ont une bonne, comment ça s'appelle? Ils ont une bonne concurrence devant eux qui les fait travailler. Sur la D-line et la O-line, on arrive à bien s'entraider. On a une grosse D-line, donc forcément, ça aide sur tous les jeux de course ou les jeux de passe. Donc, ouais, on s'entraide. Il y a beaucoup d'intensité. On s'énerve souvent à l'entraînement. Donc, ouais, franchement, c'est vraiment des entraînements intenses et c'est assez cool à vivre parce que on s'entraîne 3 fois par semaine, donc forcément, il faut de la motivation. Mais dès que le sifflet du coach retentit dans le stade, ça y est, on est parti. Et on dirait qu'on est fait, on est en semaine de match. Il est obligé de nous rappeler à chaque fois que c'est que l'entraînement. Donc, ouais. C'est plutôt cool et plutôt vraiment intense. Comment ça se passe, toi, ton évolution dans le LF après 4 saisons? C'est ta 4e saison. Qu'est-ce que tu notes un peu sur ton évolution personnelle en tant que joueur, mais aussi justement sur tout ce développement des équipes qui se préparent mieux? Tu as vraiment noté une différence d'année en année et surtout sur une 2e année de Paris dans la Ligue? Ouais, déjà en tant que joueur, j'ai toujours eu les mêmes statuts. Même quand je suis allé à Francfort, j'étais un ancien dans la GFL. Donc, forcément, quand je suis arrivé à Francfort, je connaissais quasiment toute l'équipe parce que j'avais joué contre eux. Donc, du coup, j'avais ce rôle un peu d'ancien. Mais après, sur Paris, ça a été différent. Parce que sur Paris, j'avais ce rôle d'ancien, mais de grand frère aussi à la fois. Donc, c'était différent parce que tu dois beaucoup prendre sur toi, tu dois beaucoup expliquer. Sur la première année, c'était assez compliqué. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais joué à ce niveau européen. Donc, du coup, il faut vraiment les accompagner, être patient sur plein de choses.
Ensuite, la deuxième année, ça a été, bah, c'est beaucoup plus cool en fait parce que les gens savent déjà ce qu'ils ont à faire. Donc là, je suis toujours le gars qui a bah, déjà fait 4 ans dans la ligue, qui a eu la chance de participer à plusieurs finales. Donc du coup, j'ai cette expérience-là. Mais ouais, l'accompagnement, il est beaucoup plus simple. Donc tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Après, le niveau de la ligue, bah, c'est juste incroyable en fait parce que je pensais, au début, je me posais des questions. Je me disais que je ne sais pas si le niveau allait réussir à battre la GFL. Parce que la première année, c'était quand même un peu plus haut que la GFL, mais ça va, ça se tapait. Mais d'année en année, en fait, bah, le niveau, il fait que de monter. Je pense que, par exemple, une équipe comme Madrid a surpris tout le monde. On s'attendait vraiment pas qu'elle soit bah, aussi bonne. Euh, les bonnes équipes ne peuvent pas rester bah, sans rien faire. On va prendre un exemple, par exemple, Francfort, quand ils étaient en GFL, même s'ils ne faisaient pas un recrutement de fou, ils allaient quand même aller en playoff. Alors que là, par exemple, cette année, même si Francfort fait partie des plus grosses équipes, plus grosses franchises de la ligue, bah, s'ils continuent sur cette lancée-là, ils vont perdre. Des équipes comme bah, Cologne ou Hambourg, même si c'est des mauvaises équipes, elles peuvent quand même te mettre en danger. Donc ouais, non, la ligue, elle est vraiment bonne. Bah, dans les autres conférences, il y a Berlin, il y a Stuttgart, il y a Vienne. Donc il y a vraiment, vraiment du niveau. Les joueurs européens sortent de partout. Je savais pas qu'il y avait autant de joueurs européens doués. Je trouve que niveau import, niveau américain, bah, il y a vraiment de très très bons athlètes. Et je pense que le game changer, c'est que les gens ont cette confiance que s'ils font une bonne saison en ELF, ils ont cette chance d'aller en NFL. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un game changer. Ça fait que les gens ne jouent pas pareil. Il y a beaucoup de gens qui jouent pour passer à autre chose. Donc, forcément, bah, ça monte le niveau. Et ouais, nous, on a de la chance d'être dans notre conférence parce que vraiment, bah, tous les matchs sont intéressants à voir. Et si on a la chance d'arriver en playoff, on sera prêt par rapport à ça. Après, il y a d'autres conférences où forcément il y a plus d'équipes moins fortes, mais les équipes qui sont bonnes dans ces conférences-là sont vraiment bonnes. Par exemple, on prend une équipe comme Stuttgart. Certes, elle ne joue pas tous les week-ends contre des grosses équipes, mais ils sont vraiment bons. Ils ont une grosse défense. Leur attaque, elle tourne bien les jeux. Donc, ouais, franchement, d'ici, si ça continue comme ça va être une très, 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 très bonne ligue. Et toi, Peter, toi, t'en penses quoi du niveau de la Bah, ligue? moi, j'arrivais un peu de la NFL, hein. Moi, j'avais commenté un petit peu du championnat de France. J'avais fait deux finales de casque de diamant. J'étais allé à Thonon. J'ai commenté le Flash plusieurs fois. Donc, je me disais, bon, bah, le LF, ça va être allez, un niveau intermédiaire entre ce qui se fait en France et ce qu'il fait en NFL. Bah, finalement, c'est plus proche. Alors, voilà, toute proportion gardée, bien sûr, mais plus proche de la NFL que du championnat de France. J'étais vraiment étonné dès le premier match, moi, à Jean-Bouin l'année dernière, de voir ça de près. Déjà, rien que les physiques, hein, c'est pas, voilà, c'est imposant. Il y a des vrais physiques, il y a des vrais gabarits, il y a des gars qui ressemblent vraiment à des joueurs de foot US qui pourraient en tout cas sur le gabarit, jouer clairement en NFL. Et puis le niveau, les plaquages, l'intensité, le rythme, c'est ça qui est je trouve, qui est peut-être le plus important. Et l'intensité à chaque jeu, voilà, le niveau est très bon. J'ai pas l'occasion, parce que je travaille aussi pas mal le week-end avec mon travail et tout, de regarder tous les matchs. Mais moi, en tout cas, de ce que je vois avec les Mousquetaires, déjà le niveau a clairement augmenté par rapport à l'année dernière. Et encore une fois, pas forcément juste de mettre plus de points, mais c'est dans l'intensité, dans le sérieux. Que disait, il y a comme je sais pas, bah, une équipe qui s'est créée l'année dernière, et cette équipe cette année, après s'être créée, bah voilà, maintenant elle est là pour gagner, elle est là pour montrer que bon, l'année dernière c'était l'année de la fondation, on arrive dans la ligue, on prend nos marques, cette année on est là pour gagner. Et je trouve que le niveau global, avec voilà, vous parlez de Madrid, on est tous étonnés, j'en parlais encore aujourd'hui au travail d'ailleurs avec des potes journalistes, cette équipe de Madrid qui a battu Red Fire et qui visiblement on les attendait pas au niveau où ils sont. Donc c'est très encourageant pour l'avenir de la ligue, qu'il y ait une équipe comme ça qui arrive et qui est tout de suite du niveau et qui soit tout de suite performante dans en plus une conférence difficile. Donc voilà, moi je étonné dès le départ par le niveau de l'ELF, très agréablement surpris, et je trouve que c'est parti pour durer. Très intéressant ce qu'a dit
comme Francfort, qui en effet, si on se renforce pas à l'intersaison, même si on est une grande franchise, même si on a un gros niveau, il y a de la concurrence qui arrive et le niveau ne cesse d'augmenter comme ça. Donc c'est une très bonne chose. Alors, moi, j'avais une question pour Peter aussi, c'est est-ce que tu sens un effet Being Sport? Parce que du coup, depuis cette année, ils sont diffusés sur Being, les Mousquetaires. Est-ce que pour toi, dans le stade ou même à l'extérieur, tu sens qu'il y a un engouement qui monte de plus en plus, ou est-ce que c'est équivalent à l'année dernière où c'était un peu plus disons, inconnu? Je vois pas vraiment, en tout cas au stade, les jours de match et quand je parle avec les gens, que ce soit en pre-game, après le match, dans l'after party, voilà, les gens que je croise et tout, je sens pas une grosse différence à ce niveau-là. Par contre, ce que je sais, c'est que les matchs sur beIN sont très regardés et que ça marche très bien. Dès le premier match que j'ai eu la chance de commenter, d'ailleurs le match à Hambourg de la saison, on a fait des scores qui s'apparentent à des scores très bons sur des matchs de foot, de soccer, comme on dit, de matchs de soccer normaux. Voilà, c'est très encourageant au niveau des audiences. Donc, ça veut dire qu'il y a un public. Après, le public n'est pas que à Paris, bien sûr. C'est aussi une équipe qui, oui, c'est les Paris Musketeers, mais c'est quand même l'équipe de la France, donc elle est suivie un peu partout. Tout le monde ne peut pas forcément prendre un billet de train pour aller au stade, mais je pense que le fait d'être à la télévision, voilà, d'avoir cette vitrine, ça peut être que bénéfique. Je l'ai pas encore ressenti comme ça au stade, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui regarde. Voilà, il y a du monde qui regarde. Maintenant, si on est en play-off en septembre, peut-être qu'il y aura du monde qui prendra un billet de train. Voilà, tous les gens qui regardent à la télé, ils viendront au stade et là, ça peut être vraiment intéressant. Puis au stade, en plus, ces 2 dernières semaines, il y a eu des élections, etc., qui pouvaient un peu, je pense, aussi sortir les gens du stade. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, donc il y a peut-être aussi un peu cet effet-là. Mais ouais, comme tu disais, si on va en play-off, on verra peut-être un peu plus d'engouement. Est-ce que, messieurs, vous avez d'autres questions? Moi, j'avais une question pour Mamadou. Oui. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, tu as annoncé que la saison, tu allais arrêter. Justement, après la fin de la saison, qu'est-ce qui t'attend? Comment tu vois les choses? Pour l'instant, je suis sur une création de fédération au Sénégal. J'ai envie de développer un centre de formation pour former des defensive linemen au Sénégal. Parce que déjà dans mes projets personnels, je compte rentrer vivre au Sénégal. Donc, pourquoi pas ramener tout ce que j'ai appris durant toutes ces années de foot là-bas. Ensuite, j'ai parlé avec quelques personnes de la franchise qui aimeraient bien que je reste autour pour aider dans l'office, chose à laquelle je suis toujours en train de réfléchir. Parce que le foot, ça nous prend vraiment beaucoup d'énergie et je pense que j'aurais besoin d'un peu de vacances après la saison pour voir quels sont les plans. Sinon, à part ça, vraiment prendre du temps, essayer de réparer mon corps parce que je suis vraiment fatigué. Et ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment, en gros, ça sera vraiment ça. Plus un projet de création de fédération au Sénégal et essayer de développer un maximum de joueurs pour pouvoir les envoyer à l'université aux États-Unis ou peut-être créer un partenariat avec le LF qui le sait pour envoyer des linemen en France ou en Allemagne. Non, c'est intéressant ton projet, franchement, parce que rien que la NFL est à fond sur l'Afrique avec le NFL IPP. Maintenant, c'est plus juste des joueurs européens, c'est aussi des joueurs d'Afrique. Là, il y a un joueur qui avait fait NFL IPP en Afrique et qui est des Nigeria, qui avait signé avec les Handrunners, un lineman. Donc, tu vois, c'est un pipeline. En fait, pour développer le foot US en Europe, on a des pipelines un peu partout. Ça peut être des joueurs du Canada, du Sénégal, tu vois. Et on peut imaginer que dans les années à venir, les imports soient des linemen du Sénégal. Ça, c'est un vecteur de développement du foot US hors la NFL, tu vois. Exactement. Non, mais c'est très très louable comme projet, Mamadou. D'ailleurs, je t'en félicite parce qu'on sait à quel point l'Afrique est un continent qui a plein de ressources, alors naturelles, ça évidemment, mais aussi de beaucoup de talent et qui fournit tous les sports en termes de talent, absolument tous les sports. Et que développer le foot US là-bas, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait aider parce qu'on sait le talent qu'on a en Afrique et qui est sous-utilisé.
Exactement. Au Sénégal, en fait, le sport national, c'est la lutte. Sauf qu'il y a beaucoup trop de licenciés pour le peu de combats qu'ils arrivent à décrocher. Donc, du coup, l'État, en fait, elle est vraiment dans l'aide des gens qui veulent ramener d'autres disciplines. Surtout, le foot US, ce qui est bien, c'est que c'est un sport d'équipe. Donc, du coup, c'est des valeurs que tu enseignes. Il y a plein de choses autour plein de choses sympas que tu peux faire. On essaie de développer le flag aussi pour peut-être avoir une équipe aux JO aux États-Unis. Donc, ouais, il y a plein de petits projets qu'on essaye de faire et on essaie de travailler avec. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en jouant au football américain, en jouant en ELF, j'ai pas forcément le temps de développer toutes ces choses. Et je pense avoir assez donné. Donc, je pense que ça y est, il est temps que je me concentre sur mes projets et sur moi-même. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe du coup au résultat de la semaine, si ça vous va. Okay. Merci en tout cas Mamadou aussi de. Merci Mamadou, hein, c'était merci vraiment à vous les gars. Merci à vous. Allez, à la prochaine. Et puis on se tient au courant. Bonne soirée du coup et merci d'être passé. On se tient au courant pour notre interview, Mamadou. Il n'y a pas de souci, tu m'envoies un message et on fait ça. Pas de souci. Allez les gars. Bonne soirée, merci. Salut. Donc, Salut. Du coup, le reste des scores de la semaine. Donc, les Vienna Vikings qui l'emportent face aux Raiders du Tyrol 27-19. Nos Ravens de Munich qui n'ont eu besoin que d'une mi-temps pour venir à bout des Barcelona Dragons, 54-0. Donc le match n'a pas été complet, on en reviendra peut-être dessus. Première victoire des Athletics Mercenaries face au Milano Siemens 10-16. Les Bravos qui corrigent le Galaxy 15-46. Ça va être une grosse équipe à aller chercher, ça aussi. Notre futur adversaire, les Berlin Thunder qui battent le Ferencváros Enthroners 47-0. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Bon, bravo. Ouais, ça c'est bon. Les Panthers, du coup, j'ai plus le nom en tête. Bratislavie. Bratislavie, voilà. Qui ont eu du mal, par contre, à se défaire des Prague Lions. Là, j'étais un peu étonné par le score. Le scoring, Seulement 14-3. Et enfin, le Renfire, de nouveau en mode rouleau compresseur face au Centurion de Cologne, 62-9. Donc je voulais revenir un petit peu aussi sur ce qui se passe à Barcelone, parce que on avait entendu, il y a eu pas mal de départs durant la semaine. Et puis, surprise, en plein milieu du match, du coup, alors qu'ils étaient menés 54-0, les joueurs ont refusé de jouer la seconde mi-temps. Donc, je voulais voir un peu votre ressenti dessus. Vas-y, Julien, je prendrai après. Ouais, pour apporter les détails, c'est un peu triste à voir. On espère chaque année que la ligue se développe et qu'il y ait moins de couacs, surtout avec des franchises qui sont là depuis la première année. Et en fait, là, dans la semaine, ils ont perdu leur head coach, ils ont perdu leur coordinateur défensif. Et donc, les joueurs arrivent quand même au match, on peut imaginer, avec un niveau de préparation plutôt limité et un désordre complet, quoi. Ils jouent une mi-temps, Munich est quand même au-dessus. Et puis il y a 48-0, le score 54-0 c'est à cause du forfait, mais il y a 48-0 en la première mi-temps, donc c'est un massacre. Les joueurs décident d'arrêter pour éviter de se blesser inutilement dans une rencontre qui ne pèse rien. Et donc les échos, c'est vrai que c'est des problèmes financiers parce que au final dans le match, Barcelone ne vient pas avec ses imports américains. Et alors même que ils en avaient signé là récemment dans la semaine, donc on peut imaginer qu'il y a peut-être des soucis à payer des imports. Et au final, ils ont dit qu'ils joueraient le week-end prochain contre Madrid. Aujourd'hui, on n'a pas eu de nouveaux développements. On espère que ça va aller pour continuer la saison parce que il y a quand même c'est une base solide, quoi, normalement, cette franchise, et on espère qu'ils vont pouvoir rebondir, quoi. Ouais. Et puis, c'est une équipe. Excuse-moi, c'est une équipe qui est une équipe qui fait partie des piliers de la ligue. Les Barcelona Dragons, c'est une ancienne équipe NFL Europe aussi, si je ne me trompe pas. Oui. D'ailleurs, je crois que Samir Hamoudi y a joué, si je dis pas de conneries. Ouais, je confirme. Voilà, donc c'est quand même une équipe, un peu une franchise historique, et c'est triste de voir ça. Et ça soulève vraiment le point que Nathieu a déjà soulevé, c'est est-ce que
En fait, la création de Madrid n'a pas poussé Barcelone au fond du trou, tout simplement. Ouais, c'est ce qu'on se pensait aussi, ouais. Que du coup, Madrid, qui est un nouveau projet, a attiré pas mal de joueurs espagnols, et il faut pas se leurrer. Le vivier espagnol est, à mon avis, un peu moins fourni que le vivier français, que le vivier autrichien ou le vivier allemand. Et donc forcément, ça a du mal. Alors est-ce que ça explique les difficultés financières? Je sais pas. Sportives, ça c'est clair que oui. Mais ouais, c'était peut-être pas le bon move de faire venir une autre franchise espagnole, même si effectivement Barcelone étant un pilier, on pouvait penser que c'était déjà assez solide. Mais Après, justement, moi, personnellement, enfin, sur ce point-là, malheureusement, je vous rejoins pas. J'ai du mal à croire que ce soit vraiment entre guillemets, hein, la faute de Madrid et de la création de cette équipe-là. Parce que si on regarde déjà la saison dernière, Barcelone, il y avait qu'une seule équipe et c'était déjà compliqué, hein. C'était déjà compliqué. En fait, Donc, dès qu'ils ont perdu Zach Edwards, il n'y avait plus rien, c'est ça? c'est bon, on va pas dire que c'est de notre faute, mais Zach c'est sûr Edwards, que Kyle Sweet, Rémi Berthelin, voilà, enfin, beaucoup de Adrien linemen. Nicolas, bon bref, voilà, c'est sûr qu'on les a un peu pillés. Mais c'est en fait le problème, c'est qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière et c'est sûr que Madrid n'a pas arrangé les choses, mais c'est sûr que quand en plus on regarde les affluences de match et que sur des matchs de Barcelone, déjà t'es sur des affluences à 3 personnes, c'est sûr que du coup il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses et c'est tellement, on l'a vu la saison dernière, c'est tellement une économie qui est fragile en ELF que ouais, tout de suite ça devient compliqué quoi. Donc, peut-être éviter les expansions l'année prochaine, à voir. Ouais, Après, c'est un il y vrai a sujet quelques parce candidats qu'on qui sait arrivent. que la Ligue, ils cherchent de nouveaux marchés, peut-être l'Angleterre, les Pays-Bas, quelques pays scandinaves aussi, mais à voir s'il faudrait peut-être pas consolider un petit temps avant de vraiment dire mettre autant d'équipes chaque année et que il y ait vraiment à chaque fois que les mêmes équipes en playoffs, parce que le but c'est de dire les équipes d'expansion qu'ils aient leur chance pour les playoffs, un peu comme Madrid. Voilà, Madrid, bon recrutement, il y a recruté des joueurs du Rhein Fire aussi, ce qu'on n'a pas pu faire Barcelone. Donc c'est que les projets se valent pour être en compétition entre toutes les équipes, quoi. Puis en parlant de Madrid, il y a aussi le gros match, du coup, 46-15 face au Galaxy, alors que nous, on avait galéré. On avait gagné d'assez peu face au Galaxy. Est-ce qu'on doit s'inquiéter justement pour dans 2 semaines? Non, je pense pas, non. Ça va être un match serré ou ça va être où on Comme le va... disait Mamadou, tu vois, c'est que la défense contre la course, elle s'adapte vachement de semaine en semaine, et je pense que il y avait plein d'éléments en fait de la défense qui n'étaient pas encore au point sur la première rencontre contre le Galaxy, et je pense que la deuxième rencontre qu'on fera contre le Galaxy n'aura rien à voir. Oui, contre le Galaxy, mais contre les Bravos, du coup, est-ce que nous, on va... Ah oui, tu veux dire oui, que Ouais. par rapport à la performance des Bravos, oui, non, alors là, c'est une très grosse équipe, quoi, hein. Ils sont très complets, avec Dwayne Obi au sol, Will Patterson en receveur, enfin, c'est ultra complet, hein. C'est un gros match à préparer, quoi. Ouais, Et après, on vient attention, Vas-y, excuse-moi, Steven. pour Madrid, parce que on voit que sur un match ils ont surpris le Fire et puis sur le match retour ça n'a pas du tout été la même chanson, hein. Donc attention à l'effet de surprise qu'on peut avoir avec Madrid, mais ça va aussi être à eux de s'adapter entre guillemets, parce que les équipes vont commencer à savoir ce qu'elles font. Alors bon, il y a certaines équipes, on va pas les citer, on sait ce qu'elles vont faire et c'est compliqué de les stopper. Mais voilà, cet effet de surprise là, il va pas durer indéfiniment. Donc après, Madrid, c'est plus qu'un effet de surprise. C'est vraiment une équipe très solide. Alors, il y a eu, moi, à mon avis, c'est un accident. Il y a un match sans contre le Rhein Fire, plus qu'autre chose. Ils ont vraiment une équipe très solide, à la fois en défense et en attaque. Ils savent très bien leur identité, ils savent très bien ce qu'ils font sur le terrain. Et c'est une équipe qui est dangereuse. Je demande à voir, parce que nous, on n'a jamais fait un match de complet, de 60 minutes de très haut niveau. On l'a jamais fait. Et contre Madrid, ce sera, à mon avis, indispensable. Toi, t'en penses quoi, Peter, de ton côté du calendrier des mousquetaires là, sur les 4 prochaines semaines? J'ai hâte, moi, de voir justement, parce que
là, on a rejoué des équipes qu'on avait déjà joué l'année dernière. Alors oui, évidemment, on n'est pas dans la même saison, les équipes ont évolué. Mais voilà, on pouvait quand même savoir à peu près à quoi s'attendre face à Cologne, à quoi s'attendre quand on a rejoué le Rennes-Fire. Oui, on a perdu, mais voilà, on a été beaucoup plus compétitif. Enfin voilà. Madrid, on ne sait pas. Madrid, on les a vus jouer contre les autres. On les a vus faire des jolies choses. On les a vus faire des moins bonnes choses, vous venez d'en parler. J'ai hâte de les voir face à Paris pour déjà juger du niveau de notre équipe, juger peut-être de eux aussi. Est-ce que c'est vraiment un client, en tout cas pour nous? Est-ce que c'est une équipe qui va nous inquiéter? Est-ce que c'est une équipe avec laquelle on va pouvoir finalement ça va pas nous poser plus de problèmes que ça? Je m'interroge vraiment sur le cas de Madrid. J'attends de voir. Et puis pour répondre à la question des 4 prochaines semaines, je sais que j'ai entendu vous parler tout à l'heure, notamment on en a parlé avec Mamadou. C'est vrai que là ça va être vraiment 4 semaines, les 4 matchs. Très très important, les 2 matchs contre Berlin, le retour face au Red Fire, c'est sans doute là que va jouer une partie de la place en play-off et peut-être un éventuel match de play-off aussi à domicile si ça se passe très bien. Donc là c'est très important. Voilà, mais Madrid c'est intéressant. En effet, c'est une nouvelle franchise qui arrive et puis pour revenir aussi à ce que vous disiez avant sur la partie économique, je suis pas sûr que c'est un rapport. Je rejoins un peu ce que disait Steven par rapport à Barcelone et Madrid. Voilà, je suis pas sûr que l'un des projets puisse handicaper l'autre. En tout cas, nous, Madrid, on les a vus l'an dernier, ils étaient venus voir un match les propriétaires, ceux qui étaient en charge du Pro et Bravo, c'était venu à Paris. Notamment, ils étaient venus poser des questions avec Benjamin, comment vous faites. Je voyais qu'ils posaient des questions, qui s'intéressaient. Donc, je pense que Madrid, déjà, quand je les ai vus venir et quand j'ai vu un petit peu à quoi ressemblaient les gens et que j'ai pu parler même 5 minutes de foot US un peu avec eux, j'ai fait, ça a l'air sérieux. C'est pas juste des gars qui viennent pour faire de l'argent, pour essayer de je ne sais quoi. Ils avaient un projet sérieux et ça se concrétise. Donc, hâte de voir ce que ça va donner contre Paris. Non, mais t'as raison, c'est vrai que vous avez raison, Steven et toi, à ce niveau-là. Moi, je pense que Madrid a heurté Barcelone au niveau sportif, comme l'a dit Steven, pas au niveau économique. Ça, c'est vraiment une question des investisseurs et on l'a vu l'année dernière à Leipzig ce que ça a donné. Malheureusement, Ouais. l'équipe qui rejoue pas l'année. Avant Leipzig, c'était les Istanbul Rams. Voilà. L'année dernière, on a eu des soucis chez les Lions de Prague. Bon, ça s'est réglé in-season, mais c'était chaud aussi. Et puis là, pareil, les Helvetic Mercenaries qui étaient les Helvetic Guards, il y a eu du changement de proprio et encore en cours de saison. Donc on voit que c'est une ligue qui est vraiment très jeune et très instable à ce niveau-là, parce que justement, elle se cherche, et les investisseurs aussi qui viennent dans cette ligue, certains savent ce qu'ils font et visiblement d'autres Ouais. un peu moins. Et attention, parce que Prague, t'es pas encore sorti d'affaire, hein, je pense. Hein. Parce que quand tu vois aussi comment la saison se goupille, c'est pas forcément encourageant Après, pour la suite. sportivement, oui, mais en termes en termes économiques, pour l'instant, j'ai pas de retour comme quoi c'est le bordel à Prague. L'année dernière, Non, j'avais mais c'est clairement des recours ouais, comme quoi c'est le bordel. Non, Prague, pour la logiquement, avec les investissements qu'il y a eu, il n'y a pas de souci économique à Prague. Ils ont un projet, pour le coup, là, c'est vraiment sportif à Prague. Hein. Ouais. Mais pour rebondir sur Barcelone, je l'entendais en off-season quand justement j'écoutais un peu des podcasts où tu avais des gars du Rainfire comme Uli Patterson qui signaient à Madrid et qu'ils expliquaient un peu le retour qu'ils avaient avec les joueurs espagnols. Ils disaient, en fait, le projet intéressait vachement. Il y en a beaucoup qui voulaient être dans ce projet de nouvelle expansion. Ils avaient vu peut-être un peu ce qu'avait fait Paris l'année dernière. Toi, Paris, ça fait 6-6 l'année dernière, mais ça fait très professionnel en fait comme franchise. Donc, c'est peut-être aussi les joueurs, ils cherchaient ça. Et en fait, ils ont attiré beaucoup de talent. Et Barcelone, ils ont pris un nouveau head coach. Là, il n'y a plus le nouveau head coach. Il n'y a plus de DC. Il y a un peu un manque de sérieux professionnel, peut-être, qui est avec la communication entre les GM et les coachs à Barcelone. Et ils ont des problèmes sportifs à maintenir ça. Et parce que l'Allemagne, l'avantage, c'est que la JFL, ça existe depuis très longtemps, c'est pro depuis très longtemps. Le LF est né de ça. Ailleurs, on en discutait dans notre émission, peut-être qu'un jour il y aura une deuxième franchise française et on verra un peu si ça prend vraiment pas des talents à Paris ou si ça met en difficulté sportivement ou même après pour les affluences dans les stades. Mais là, actuellement, je pense que la Ligue fait quand même ce qu'il faut pour essayer que les franchises là ne quittent pas le championnat. Et il y a beaucoup de problèmes sportifs, quoi. Et c'est à la portée de qui va réussir à trouver les problèmes, quoi. Le coach, le GM, les joueurs, voilà, il faut du temps. Après, excuse-moi, Vas-y, Kevin, juste pour ajouter et c'est ce qui a attiré en fait Kevin Fortes à Madrid au départ aussi, c'est qu'il m'a dit clairement, même si c'était une nouvelle franchise, ce qu'il lui avait proposé, ce qu'il lui avait montré en termes de projet, semblait très carré. Donc c'est ça aussi qui l'a poussé
entre guillemets, à rejoindre Madrid en début de saison. Et est-ce que du coup, Barcelone ne paye pas un peu son statut historique justement de ex-NFL Europa et du coup était un peu en roue libre alors que Madrid a dû travailler du coup pour monter la franchise et se professionnaliser et peut-être un peu plus pro du coup que Barcelone de ce côté-là. Je sais pas si c'est vraiment un argument, très honnêtement. Je pense pas, parce que tu vois, regarde, quand on parle de Mamadou qui connaissait bien Francfort depuis l'époque JFL où c'était le Francfort Universe, et donc qui est repassé en Francfort Galaxy en ELF, qui est une ancienne franchise NFL Europe. Il y a pas de, on va dire, de connexion historique si marquée entre la NFL Europe et le ELF. C'était juste des emprunts de nom et tout, et pour relancer un peu la hype du football américain en Europe avec le fait que la NFL se développe. Sportivement parlant, même, de toute façon, les équipes ont évolué. Regarde, on n'a que des QB américains qui jouent. Il y a quelques backups un peu locales qui remplacent des fois quand il y a des blessures. Mais au niveau des coaching staff, c'est beaucoup un assemblage, moitié coach américain, moitié coach local. Beaucoup de coachs qui ont joué dans d'autres ligues en Amérique du Nord, CFL, NFL, qui ont de l'expérience et qui la ramènent en Europe. Donc c'est aussi ça que les GM ont à construire. Sur les off-season, on voit, ils vont essayer de chercher des talents chez les joueurs, mais aussi chez les coachs, quoi. Clairement. Ok, mais je vous propose d'attaquer le dernier sujet. On va revenir un peu sur le match de Paris qui a fait une victime collatérale en la personne de Jaravian Smith, puisque du coup on a appris cet après-midi que les Hambourg Sea Devils se séparaient de lui. Alors, est-ce que c'est lié au match ou est-ce que ça couvait déjà depuis plusieurs semaines? Parce que on s'était un peu étonné. Je suis pas sûr que ça vienne du match parce que honnêtement, de notre point de vue, on en parlait au sein de la réaction aujourd'hui. Honnêtement, ça a été un des meilleurs côtés des Sea Devils sur le terrain. Donc honnêtement, je sais pas d'où ça vient, mais je pense pas que ça vienne d'hier en tout cas. Je pense pas. Non. Ah, c'est vrai qu'il était plutôt solide, un des rares en plus qui Non, porte mais C'est son le seul qui a surnagé un peu, quoi. non, moi je sais pas. Tiens, je vais poser la question à Peter qui lui est hors bord de terrain. Toi, t'en as pensé quoi de Javarian Smith, le quarterback d'Hambourg? J'ai vu l'info aussi passer là aujourd'hui. Je suis un peu comme Steven, ou je sais pas trop ce qui a pu se passer. Bon, moi évidemment, je suis plus du côté de la touche de la sideline de Paris, mais quand je suis même passé un petit peu de l'autre côté, j'ai rien senti souvent avant la fin de la première mi-temps, avant la fin de la deuxième mi-temps, je suis de l'autre côté. J'observe un peu la sideline allemande. J'ai rien vu de spécial. J'ai même vu Javarian Smith à un moment. Quand ils ont mis un touchdown en fin de match, justement, ils sont avec leur cloche. Là, il est allé à la cloche, il parlait à ses coéquipiers, il avait l'air d'être encore impliqué. Tout le monde avait l'air de l'écouter. Donc, je sais pas, peut-être un problème avec le coach. Voilà, tout à l'heure, on disait qu'il y avait. Je sais pas, il y a peut-être deux temps morts, il y a peut-être je sais pas, c'est clairement quelque chose en interne, je pense, parce que je pense pas que ça soit, comme le disait Steven, en termes de jeu pur qu'ils ont décidé de s'en séparer. Donc, je suis un peu étonné aussi de cette décision. Ouais, clairement, j'ai le même ressenti parce que autant bon, c'est pas non plus le meilleur quarterback de la ligue, Non. mais hier il a montré vraiment des qualités de leadership Ouais. sur le terrain et puis même de résilience parce qu'il s'est fait découper tout le match, et il s'est toujours relevé, il était sous pression constante, il a utilisé ses jambes pour avancer, il a jamais, à aucun moment il a quit, à aucun moment il a lâché et il s'est si tu veux, Exactement. il a quit quoi, comment on dit ça il s'est Il a démobilisé. rien lâché, quoi. Il s'est battu jusqu'au bout. Ouais. Ouais, c'est tout à fait. C'est un QB qui va se concentrer dans son match, même là sur les défaites un peu chaudes qu'ils ont eues. Et c'était quand même un prospect intéressant pour la ligue parce que pareil, il avait joué en JFL, il avait lancé en 12 matchs, il avait fait 3500 yards et 44 touchdowns. Donc Ouais. j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu déçus, qu'ils n'ont pas développé un passing game si fort que ça pour le moment et que tu vois les connexions avec Jarvis McClam, c'était des big plays. Tu vois, un peu comme ce qu'on disait avec Maceo quand ils les ont joués, c'est qu'au final, la défense de Paris avait un peu lockdown McClam. Là, c'est pareil, c'est pas, c'est à aucun moment on a senti que la défense était inquiète par ce qu'ils allaient faire à la passe. Et par contre, le gars il lâche rien à la fin, il fait limite un drive à lui tout seul, à aller chercher tous les downs au sol et à mettre le touchdown. Et bon, ça passe, c'est à la fin de match, mais bon, ils avaient pas là.
pas de time-out, tu vois, dans une situation comme ça. Donc, est-ce que voilà, il n'y aurait pas aussi une frustration? Lui, il lâche rien, mais ses coachs le lâchent parce qu'il n'y a pas les time-out, parce que il y a quelques game plans qui passent pas. Bon, bah, c'est tout. Je pense pas. Bon, après, moi, je pense pas que ça soit ça. Si c'est ça, c'est qu'ils sont vraiment idiots. Parce que je pense qu'ils auraient pu laisser du temps encore. Hein. Non, mais oui, parce que concrètement, le problème de cette équipe d'Hambourg, c'est pas le quarterback. Non. Clairement, c'est pas le problème. Le problème, c'est plus le talent offensif qu'il y a autour du quarterback. Alors, il y a Jarvis McLam, ok. Je crois qu'il y a un receveur finlandais qui est pas trop mauvais. Tu as un tight end allemand, le 80, ou c'est un receveur, on sait pas trop, mais la ligne offensive, elle a eu énormément de mal à le protéger. Oui. Et donc, forcément, si tu n'as pas de ligne pour te protéger, c'est ça qui fait la différence entre une bonne équipe et une très bonne équipe. On l'a vu l'année dernière avec les Mousquetaires, justement, où la O-line avait eu du mal à rentrer dans la saison. Et du coup, c'était compliqué. Et puis, au fur et à mesure où elle a progressé, on a été de mieux en mieux. Les équipes étaient peut-être moins fortes, mais quand même, on a senti qu'il y avait cette amélioration. Et Julien, toi qui regardes un peu tous les matchs, est-ce que, justement, donc on parlait tout à l'heure des temps morts qui avaient été pris nombreux, peut-être des manques de communication, etc. Est-ce qu'il y a eu ça sur les précédents matchs, du coup, ce qui pourrait expliquer peut-être aussi que ça c'est pas passe. un truc que j'ai trop remarqué sur les précédents matchs, et je pense que c'est le fait que peut-être quand tu as des équipes, toi c'est quand même aussi un projet un peu de reconstruction cette année en Bourg, et quand ça va être sur des rencontres difficiles où la défense en face, elle te ruine ton game plan, et il y a peut-être des panic moves, tu crames des time-out, tu fais pas gaffe à l'horloge, tu prends des false starts et des delay of game, et c'est la pression à supporter face à des grosses équipes, quoi. C'est aussi des sujets qui concernent un peu toutes les équipes pour rester dans leur match pendant 60 minutes, quoi. Mais c'est une équipe qui clairement était intéressante. Là, il n'y avait pas Theo Landstrom, il était sur hier, donc là, pareil, il leur manquait un bon receveur, mais à côté de ça, l'équipe est quand même intéressante. C'est dommage de ne pas laisser un peu plus de temps à Smith. Et donc là, ils ont annoncé qu'ils ont recruté D'Angelo Fulford, qui était le QB des Raiders pendant 2 semaines. Et pareil, qui lui avait été viré, ils avaient fait une victoire, une défaite, et ils l'avaient viré contre la défaite contre les Vikings, où ils avaient quasiment pas mis de points. Et au final, Fulford, là, il rebondit à Hambourg, et j'ai lu que le head coach donc, de Hambourg, il connaîtrait apparemment bien Fulford, parce qu'il l'aurait suivi, je sais pas moi, en high school ou au collège, il serait de la même ville. En fait, pareil, tu vois, c'est un petit cercle, les coachs américains dans la ligue connaissent bien les joueurs américains qui sont là, à tous les postes. Donc c'est un peu bizarre de dire Smith, c'était pas lui le problème, on le vire et on prend le QB que le coach il connaît bien. Et c'est 2 profils identiques, c'est 2 QB double menace qui sont très bons au sol, ils peuvent être très bons à la passe, mais encore que faut te laisser du temps, quoi. Et est-ce qu'il pourrait rebondir quelque part, du coup, parce qu'il est loin d'être mauvais. Est-ce que Smith, il va sûrement rebondir quelque part dans la ligue. Hein. Le gars est impossible qu'il reste sans jouer. Je pense que ça peut intéresser peut-être Prague, là, même qu'ils ont pris un QB aussi, là. Mais enfin, je pense qu'il va rebondir. Donc en gros, si j'ai bien compris, il a pris Fulford pour des questions une sorte de népotisme, quoi, en gros. C'est le gars, c'est un poteau, le fils du voisin. Sur l'article du site de l'ELF, le coach il dit que c'est comme tout, il y a des coachs, tu vois, ils ont suivi des joueurs parce qu'ils étaient de la même ville, ils se sont croisés en high school, ils les ont coachés machin à telle fac machin. C'est pas trop, je pense, du favoritisme à ce niveau-là, mais tu vois, c'est comme on dit, ce que tu décris, c'est du favoritisme à mes yeux. Hein, non, mais dans l'article, ça peut faire croire, mais je pense pas non plus. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le problème qu'a la ligue. Tu vois, les Panthers, Duncan, il est bon. Ils l'ont viré, il est à Madrid. À Madrid, il a une super poche. Là, justement, nous, ça va être le défi, ça va être faire des sacs sur Duncan quand on jouera à Madrid. Donc, en fait, moi qui suis l'UFL, le LF, j'ai envie de dire, laissez du temps à vos QB, ils vont se développer. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas trop de backup qui puisse être au niveau des Américains. Et c'est ce qu'on aimerait voir dans l'année à venir, que la Ligue se développe, c'est dire qu'il y a enfin des QB européens dans cette ligue et qui rivalisent avec des Américains, et qu'on puisse avoir des QB room de 2 QB et dire il n'y a pas à mettre des Wildcats quand le QB est blessé, tu vois. Enfin bon, c'est du développement, quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de QB blessé, je sais pas si tu avais prévu d'en parler, Kevin, mais il y a Lutz Zaradka, celui de Francfort, qui est placé sur hier et qui est remplacé par quelqu'un que je ne connais pas, donc j'ai pas le nom. Peut-être tu vas nous le dire, Julien.
Si t'as l'info. Ouais, j'ai regardé là. Ouais, donc pareil, ouais, au final, dans la conférence, il s'en passe des choses au niveau des QV. Donc là, Galaxy, ils ont mis sur hier Luke Zaratka. Donc bon, on sent aussi qu'ils ont des problèmes avec ce projet quand ils avaient fait venir Zaratka et Markel Cassel. Même si Cassel est très bon. Hein. Et donc le Galaxy a signé Matthew McKay, qui est un jeune QB, pareil, américain, qui a joué dans 3 facs différentes. Qui avait failli jouer en XFL là avant la fusion avec l'UFL. Au final, non, il n'a pas joué dedans. Et donc là, bon, j'imagine que ça va être une solution un peu comme chez les Vikings quand ils ont pris Shelton et Pleur là pour 2 matchs. Le gars va sûrement jouer 1 ou 2 matchs le temps de l'absence de Zaratka et il reviendra. Sachant parce que le Galaxy, ils ont fait start au début leur backup allemand contre Madrid, il a fait 2 interceptions, donc ils l'ont bench, et au final ils ont fait jouer Zaratka blessé en deuxième mi-temps, et ils ont sûrement aggravé sa blessure, et là il est placé en réserve de blessés. Enfin voilà, il y a aussi des décisions un peu bizarres, tu vois, chez Francfort. Ah oui, non, mais clairement, après moi je pense que Zaratka, je suis même pas sûr qu'on le revoie de la saison, parce qu'il avait déjà été benché en début de match dernier. Au final, il a joué quelques snaps, je sais plus, je crois que j'ai peut-être... Là dans le match contre Madrid, je sais pas. Zaratka joue la deuxième mi-temps contre Madrid. Voilà, c'est ça. Donc, oui, je pense que son niveau de jeu, de toute façon, était problématique. Et que, clairement, le quarterback qui arrive, là, McKay. Matthew McKay. Matthew McConaughey. McKay, il a peut-être une place à prendre, clairement. De toute façon, je pense que c'est comme tout le... Enfin, je vous ferai une liste, je pense, sur Twitter de tous les QB américains là qu'on a vu passer, parce que ça fait beaucoup de monde. Mais c'est aussi le fait que en off-season, on parlait un peu dans le premier podcast de la saison. Le premier, j'étais hype sur le projet de Francfort avec le recrutement qu'ils avaient fait. Et au final, ils sont assez déçus, je pense, d'avoir laissé partir Sullivan à Berlin, parce qu'ils ont plus de passing game aussi impressionnant que l'année dernière. Et là, ils se disent, ok, bon, on a un QB, il est blessé. Le backup, c'est comme je dis, la difficulté des backups locales, c'est qu'ils sont pas au niveau des Ricains et les franchises vont dire si ça va pas, même les backups, ils peuvent être bench et les sortir. Mais bon, je pense que soit lui, là, il fait une bonne prestation, il reste parce qu'apparemment, il a quand même des qualités autant au bras qu'au sol. Et au final, bon, on va voir ce qu'ils vont faire. Hein. Mais bon, pareil, ils ont l'air d'être un peu hors course playoff Galaxy, alors qu'on voyait l'inverse. Quoi. Et c'est vraiment, clairement, pour moi, la déception de cette saison. Parce que tout comme toi, de toute façon, les gars, on était tous là. Julien et moi, on était les premiers à dire que les Galaxies étaient favoris de la conférence cette année. On les mettait même au-dessus du rail. Oui. Tout à fait. Et on s'est planté. Ah ouais. C'est à cause de vous que j'ai misé Galaxy sur les Bravos. Mais parce qu'ils ont plein de problèmes. Ball security, running back au début de saison, même là, c'est pas encore. Enfin, il y a le coaching staff qui est un peu au moins en forme là cette année, alors que ça a toujours été une équipe un peu dynamique. Pareil, qui lâchait pas ses fins de match, qui allait jusqu'à la fin du match pour taper. Et là, dans les fins de match Galaxy, c'est un peu plus décevant pour le moment. Voilà. Et puis après aussi, et puis aussi quand tu vois de toute façon la conférence, de toute façon, il fallait bien qu'il y en ait au moins un qui soit décevant cette saison. Heureusement, c'est Francfort. Puis quand tu vois le niveau, est-ce que tu perds pas aussi un peu la motivation quand tu vois que tu perds 2 matchs, tu sais que bon, c'est déjà quasiment fini, quoi. Ouais, c'est surtout quand tu as des équipes qui restent invaincues et qui sont en train à lockdown et fertile. Ouais, mais après, quand tu perds contre... Vas-y, Steven. Non, mais je pense que, c'était pour dire que j'allais te rejoindre. Oui et non, parce que, vu que tout le monde peut à peu près battre tout le monde, même si tu perds 2 matchs, ça peut se retrouver derrière. Hein. C'est pas comme la division, par exemple, du Surge, où si tu perds 2-3 matchs, tu te dis ouais là c'est chaud parce que il y en a 1 ou 2 qui sont largement devant et tu sais que tu vas pas pouvoir les rattraper, quoi. Là, et d'autant plus que les matchs qu'ils perdent, pour le coup, c'est face à des équipes de division, donc c'est-à-dire que c'est des matchs, il y a des matchs retour, entre guillemets, donc ils peuvent, entre guillemets, rattraper la défaite. Donc c'est pas, tu as perdu 2 matchs, ok, mais tu as perdu des matchs contre des équipes que tu rejoues. Donc en soi, c'est des défaites que tu peux annuler par la suite. Il y a que des matchs retour, on n'a pas de, c'est pas comme en NFL où il y a des équipes que tu joues une fois, là même les interconférences, même les interconférences, oui, tu joues les 2. Ouais, tout à fait, c'est jouer aller-retour.
Est-ce Ouais, tu allais te poser une question. Je tenais à dire, j'ai été le seul à pronostiquer la victoire des Helvetic Mercenaries Oui, ce bravo. week-end. Merci. Fallait que ça passe. On m'appelle Nostradam Wake. Hein, tout à fait. Oui, t'étais le seul à... Alors attends, parce qu'il y en a une autre. C'est le seul J'ai à regardé savoir. leur match, la deuxième mi-temps, c'est un orage. La pluie, enfin, ils ont pas arrêté le match, c'est pas un orage, mais la pluie dans la Ouais. deuxième mi-temps, deuxième quart-temps, pardon, Mercenaries, c'est que du jeu au sol, c'est infernal. Mais est-ce qui les arrange? Parce que le jeu de passe chez les Mercenaries est compliqué parce que le pauvre Ouais. Carlton Aiken Jr., il se fait Ouais. découper, il n'a pas de ligne offensive, mais il court très bien. Donc Ah bah ça là, il les les a avantages. découpés. Il est très, très difficile à plaquer. Et donc, et vu qu'ils ont une bonne défense, eh ben, ils ont pu annihiler littéralement l'attaque des Seamen. Et d'ailleurs, Kevin Fortes s'en sort avec un fumble recouvert. Et il aurait même pu avoir une interception, mais enfin, il en a eu une qui a été annulée à cause d'un flag. Donc, Et je tiens à rappeler que dommage tu que ça aussi Oui, le parce seul que à avoir 18 pronostiqué flags, Milan. le Raiders. j'étais le Quoi, seul à Kevin, avoir pardon pronostiqué les Raiders. Ouais. J'étais pas loin d'avoir raison. Hein. Le match des Raiders contre les Vikings, c'était peut-être le meilleur match Oui. de cette rivalité depuis des années. Mais 3 interceptions côté Raiders, et en deuxième mi-temps, bah, les Vikings s'achèvent sur ça, quoi. Et puis, C'est comme ça. quoi, tu peux avoir deux équipes qui sont. C'est quoi, c'est le même pays en plus, non? C'est autrichienne, Ouais, ouais, tout à c'est fait. une rivalité C'est ça, autrichienne. c'est C'est une énorme l'Autriche. rivalité Avoir depuis des Austrian années. Bulls. deux pays qui sont compétitifs, quoi. Là, je pars sur totalement autre chose. Je suis sur la rediff là de Bein du match. La DPI sur un Maceo, c'est quand même un Il n'y a scandale. pas. C'est Ouais, non. Ah non, léger, mais c'est... tous les Je doute que son bras gauche le pousse autant que l'arbitre veut le siffler, parce que Ouais. la passe, elle est quasiment... s'il la catch, il est déjà dehors. Et non, c'est... Bon. Non, on est d'accord, c'est un vrai scandale. D'ailleurs, j'essaie d'uploader un récap du match, mais il veut pas ça. Je l'ai lancé depuis 17h. Je pense il est toujours pas uploadé. Je vais recommencer, mais ouais, j'en parle et oui, clairement, je fais un ralenti dessus. Il n'y a pas faute, quoi. Et pour Mais revenir vite fait sur... sur l'Autriche, sur l'Autriche, c'est différent parce que Ouais. en Autriche, il y a un vrai vivier de talent et beaucoup d'Autrichiens ont aussi la nationalité allemande. Donc, Et- si tu veux, tu peux jouer sur le fait que c'est pas un import européen puisque bah il a de la double nationalité. Donc ça, oui et non, tu vois. En Espagne, et il y ils a sont troisième au championnat du monde des moins de 20 ans. Si je me trompe pas, là, oui, c'est ils tout ont récent. une équipe Preuve nationale que Ouais, ouais. ça joue. une équipe nationale senior qui est de bonne facture aussi. Donc non, c'est un pays de foot américain entre guillemets qui connaît le foot américain. C'est pas comme l'Espagne encore une fois qui avait les Barcelona Dragons et puis basta quoi. L'Espagne, c'est un pays de soccer, de cyclisme, de tennis, de tout ce que tu veux. Le foot américain, c'est le 28e sport du pays, quoi. Est-ce que c'est bon pour vous, messieurs? Bah, écoute, Ouais, Oui. on n'a pas Parce que donné là- de MVP. ouais, tiens, MVP, les gars. Ah Bien oui, joué. putain, pas comme ça, là, Kevin. Ça va Oh pas là ou là. quoi On a, Ouais, presque mais- on a bien travaillé, il reste plus qu'un Bien. truc à vous à faire. Le mec, il a envie d'aller Bien manger fait, du sauf saumon ça. ou quoi? T'as prévu du saumon après l'émission? C'est quoi ton problème, Kevin? Eh ben, je vous laisse démarrer alors. Ah tiens, Wake, allez à toi. Alors, moi, mon MVP, alors, si, encore une fois, mon récap, je voulais bien s'uploader, je l'aurais On bien le vu. connaîtrait. Mais ouais, c'est ça. C'est Avardier-Misius. Alors, bien évidemment, il y a Zach Edwards, hein, mais j'ai envie de le donner à Avardier-Misius parce qu'il a vraiment, il a passé sa journée dans le backfield d'Hambourg, en fait. Steven. Bon, pour la symbolique, je pense, voilà, Zach Edwards, mais c'est vraiment pour la symbolique, hein, parce que ouais, clairement, toute la ligne défensive a été juste monstrueuse. Mais bon, de toute façon, on l'avait déjà vu au match aller, hein, c'est juste que la ligne est très bonne, mais en face, enfin, ça fait pas le poids aussi. Donc, pour la symbolique, pour les 100 TD, pour les 10 milliards, Zach Edwards. Julien. Bah, pareil, je veux dire Zach Edwards parce que ouais, match assez complet de notre QB qui a battu quand même deux records impressionnants quoi. Et puis bah bonne performance, 3 touchdowns à la passe, 2 touchdowns au sol. Non, c'est bien là que comme on a dit que là les 2 derniers matchs ont permis de faire tourner l'attaque et on espère le même niveau contre Berlin. Mais attention quand même, Zach Edwards sur les, comment dire,
sur les transmissions avec le centre, hein, parce que là, j'en ai revu Oui, une encore oui, deux, Quand trois même, oui. constatée en début de match. Là, sur le match, ça en fait au moins 2. Faire vraiment attention à ça, parce que on l'a dit, hein, là, ça passe, mais il y a pas mal d'autres équipes face à qui ça Et passe face à pas. Madrid, ça passe pas, du coup. Il en fait Donc, bien. voilà, fallait la faire, pardon. Ah, waouh. Waouh. Bon, Ouais. sur ce, Non, mais attends, là, non, mais le tapas pas, ça, c'est du très très haut niveau, Kevin. Ça, En fait, il est, non. il est Il a jaloux, bossé faut le pendant une savoir, heure, là. il est jaloux de toi, parce qu'on a dit qu'on allait faire un top 10 de Wai. Il est jaloux, il veut son top 10 à lui aussi. Non, mais là, ça, Kevin, parce que t'en as fait des jeux de mots. Et bon, très honnêtement, Kevin, maintenant on se connaît, t'es un Tourangeau, on est des mecs de la région centre. Les jeux de mots, voilà, c'était plutôt moyen. Et oui, quand je oui, dis moyen, ils étaient pas j'assume. bons. Mais là, Ah ouais, mais ça, tu vois, c'est comme, mais là, comme Zach mais t'as Edwards, pas quoi. lâché. Ouais. Voilà, il y en a, ça lance beaucoup et il y en a un qui passe, quoi. Non, mais celui-là, il est du très très haut niveau. Là, c'est du top niveau ce que tu nous as sorti. Le tapas pas. Chapeau. Je vous propose que ce soit le mot de la fin, du coup. C'est parfait. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Je ne sais plus si Flav sera encore là, mais sinon, ce sera encore nous aux manettes pour débriefer du match face au Berlin Thunder. Bonne soirée à tous, et bon, ou autre, parce que du coup, c'est un podcast et vous n'écoutez pas forcément une soirée. À la prochaine, tout le monde. Bye bye. Salut les gens. Salut, salut.